On ne parle que de ça, les grandes comédies musicales qui feront le buzz à la rentrée prochaine ont déjà commencé leur promotion et ouvert leur billetterie. Et il y en a une qui nous a particulièrement intéressés. Regardez. Le 6 juin 1944, 152 000 soldats alliés ont débarqué sur les plages normandes. J'ai touché la plage, j'ai pas vu Paris. Des millions de gens rêvaient de liberté. Ils espéraient, ils attendaient, ils résistaient. Ils regardaient la mer et la mer a débordé. Bonjour Valérie Zetoun. Bonjour. Merci d'être ici au Vicaro, on est ravis de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. On vous reçoit parce que vous êtes le producteur de ce spectacle musical attendu pour le mois de novembre 2016, Un été 44, qui se jouera sur la scène du Comédia à Paris. Sa première originalité, et qui n'est pas des moindres, c'est que vous avez recouru à des noms prestigieux, des auteurs-compositeurs prestigieux, on va les citer, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Alain Chamfort, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, pour ne citer que. Comment on arrive à convaincre Charles Aznavour, par exemple, de participer à un tel projet? C'est effectivement, vous avez raison de le souligner, la particularité du projet. En fait, ce projet part d'un auteur-compositeur qui est moins connu que ceux que vous avez cités parce qu'il n'est pas interprète, qui s'appelle Sylvain Lebel, qui est un monsieur qui est né à Caen, qui était un des auteurs fétiches de Reggiani, entre autres. Il a toujours rêvé de faire un spectacle sur cette période-là. Et comme il est très souvent à la SACEM, qu'il est très ami avec pas mal d'entre eux. Oui. Bah, il a commencé. Les échanges. Voilà, il a fait une première chanson. Il a fait une première chanson, puis il a appelé Claude Lemel, qui est un très grand auteur aussi de chansons françaises. Claude a donné son accord pour faire une chanson, et puis ils ont appelé Charles Aznavour, qui a dit mais moi ça m'intéresse. Et puis ensuite ils ont contacté Maxime Le Forestier, qui lui aussi a donné son accord. On imagine que ça a fait domino. Ça a fait domino. En fait, Aznavour en amont, vous avez les autres qui suivent. Non, c'était pas obligatoirement Charles qui était le premier, mais si vous voulez, d'abord je crois que la thématique a intéressé tous ces artistes-là, parce que je me suis aperçu que dans toute l'équipe d'un été 44, on a tous un lien direct avec cette période. Un grand-père qui était dans l'armée, dans la résistance, peut-être même parfois dans la collaboration, mais que cette période nous touche tous quelque part, les artistes, mais aussi l'équipe de production, etc., etc. Justement, on est assez étonné qu'on vous découvre fan de l'histoire de France. Ah oui, j'ai toujours été très fan de l'histoire. Je pense que pour comprendre le passé et prévoir le futur, pour comprendre le futur et prévoir, il faut connaître le passé. Et cette période-là particulièrement est juste fantastique. On commence à avoir assez de recul pour traiter l'histoire, mais de manière moins manichéenne. C'est-à-dire, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Dans le spectacle, on parle des Allemands, mais on ne parle pas obligatoirement des nazis ou des SS. On connaît cette histoire par cœur. Il y a aussi eu des Allemands qui ont été enrôlés de force, qui étaient des anonymes. Et donc le spectacle traite de cette période par le prisme des anonymes. Et ces Allemands dont on parle, ce sont ceux qui n'ont pas appuyé sur le bouton pour ne pas faire péter Bordeaux ou des grandes villes. On les met en scène parce qu'il y a eu des anonymes qui ont été aussi, qui avaient le mauvais costard, mais qui étaient du bon côté. Donc on essaye de traiter cette période, d'abord, pas du tout de manière didactique, et c'est pas un cours d'histoire, et on n'a pas envie d'emmerder les gens. On a envie de raconter des histoires qu'on ne connaît pas sur cette histoire que tout le monde connaît. Justement, cette histoire-là que tout le monde connaît, donc entre le débarquement et la libération de Paris, quelle importance elle a pour vous, personnellement, de vous impliquer dans un tel projet personnellement? D'abord, elle est primordiale parce qu'il y a un avant et après 44. Le monde n'est plus le même. Les Américains débarquent, ils ne font pas que libérer militairement l'Europe, ils imposent aussi une nouvelle société de consommation. Les Français n'avaient jamais vu une bouteille de Coca-Cola en 1944. Ce soda débarque avec les GI et il n'est distribué que dans les années 50. Ils ont amené les chewing-gums. Les Français ne connaissaient pas les chewing-gums, les cigarettes blondes, les bas. Les femmes n'avaient pas les moyens, à l'époque c'était en soie, ils ont créé le nylon. Donc du coup, ils ont imposé un peu les rasoirs, la marque Gillette. Alors, je sais qu'on ne peut pas citer les marques, mais là on est dans un contexte historique. Et donc, si vous voulez, ils n'ont pas amené que de la guerre et des militaires. Ils ont amené aussi une autre manière de vivre. Ils ont fait construire des pianos pour la guerre.
Ce sont des Steinway qui s'appellent les V-Victory. Il y en a eu 2436. Parce que les usines Steinway en Allemagne et aux États-Unis étaient réquisitionnées. Celles d'Amérique étaient faites pour faire des faux bateaux, pour qu'il y ait encore plus de bateaux au moment du débarquement et que les Allemands se disent mais il y a 4 fois plus de bateaux. Donc ils fabriquaient des leurres en bois. Et au milieu de ça, lorsqu'ils ont décidé du débarquement, il y a un général qui a décidé qu'on allait faire débarquer 2436 pianos avec 2436 jazzman pour imposer le jazz à l'époque. Donc ça, c'est une partie de l'histoire qu'on connaît moins. Mais c'est ce que va raconter ce spectacle. C'est un peu l'ambition qu'on a, c'est de raconter ces petites histoires qui sont un peu plus loin des bruits de canon et des bruits de bottes et un peu plus proches de ce qui est... Nous avons vécu dans nos familles ou par l'intermédiaire de nos aïeux. Alors, je vous disais qu'on ne vous connaissait pas associé à une page de l'histoire de France ou investi dans l'histoire de France, parce que ce n'est pas l'image qui vous a collé à la peau pendant des années. Et on a l'impression que depuis 2011, et c'est la date à laquelle vous avez quitté le label AZ Universal, c'est le label par lequel vous avez lancé Grand Corps Malade, Chimène Badi, on vous connaissait très fêtard, etc. etc. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez effectué une sorte de mue qui s'est effectuée depuis, on va dire, 2014 avec le spectacle que vous aviez produit, Vieille Canaille, spectacle prestigieux, il y avait Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc. On était déjà dans l'histoire, puisque c'est 3 artistes historiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que vous avez entamé une espèce de changement, de mue, d'une maturité est née en vous par rapport à votre parcours professionnel? Je ne suis pas sûr que ce soit une maturité. Vous savez, on évolue en âge. Voilà, j'ai passé un cap important. Je vois sûrement la vie différemment. Il est clair que depuis quelques années, je me lève à l'heure où je me couchais avant. Et puis l'époque n'est plus la même. Il y a 10 ans, tout allait bien, c'était sympa. Donc c'était sympa de faire la fête. Aujourd'hui, on est dans une époque qui est un peu plus compliquée. Vous avez moins envie de la faire? Oui, j'ai moins envie de la faire, j'ai moins de raisons de la faire. Et j'ai plus de raisons d'essayer de me dire... en tant que papa, puisque j'ai 4 enfants, quel est le monde que je vais laisser à mes enfants? Donc qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer tout ça? Donc lorsqu'on est producteur et qu'on s'investit sur un projet, il y a une raison, il y a toujours une raison, il n'y a pas que des raisons financières, ça tout le monde dit oui c'est pour faire... Bah, évidemment, on est là pour gagner sa vie, mais pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? Été 44, ça va aussi parler de tous ces gens qui se sont sacrifiés. Il y a des gamins de 18 ans qui venaient du fin fond des États-Unis, du fin fond de l'Angleterre. Ce qu'on oublie d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Pologne, ça a été le monde entier où ces mômes sont arrivés à 18 ans, certains y ont laissé leur peau, pour qu'aujourd'hui on puisse faire, nous deux, cette interview. Et je pense que compte tenu des événements actuels, si on remplace le drapeau d'Hitler et sa bande à croix gammée par le drapeau de Daesh, on n'est pas très loin de ces philosophies extrémistes et fascistes. Donc pour éviter que l'histoire recommence, il est bon de rappeler ce qui s'est passé. Et ça, c'est mon devoir. Donc vous diriez qu'à 50 ans aujourd'hui, vous avez plus conscience du monde qui vous entoure que ça n'a été le cas ces dernières années? Oui, mais je crois que je ne suis pas différent des autres. À 20 ans, à 30 ans, on est un peu fou, on pense un peu qu'à soi. Et il faut exister. À 40, on se stabilise. Et à 50, quel regard, justement, vous, à 50 ans, vous les avez depuis quelques semaines maintenant, vous posez sur votre... Merci de me le rappeler. C'est pas grave. Quel regard vous posez sur votre carrière quand vous regardez en arrière? Vous savez... Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas réussir dans la vie, je veux réussir ma vie. Ma vie professionnelle, j'estime que je l'ai réussi et que je suis en train de la réussir parce que j'ai une chance qui est un luxe énorme, c'est que je ne travaille que sur des projets qui me plaisent, que Les Vieilles Canailles, c'était un projet que j'avais en tête depuis 15 ans et j'ai travaillé avec 3 artistes que j'adore. Artistiquement, mais aussi à titre personnel, et j'ai réussi à faire ce truc-là. Ce projet-là, un été 44, il est juste passionnant parce que chaque chanson a été soumise à des historiens pour éviter qu'on raconte des bêtises sur une période qui est encore assez fraîche. Il y a un autre aspect philosophique dans ce spectacle auquel je tiens. Il est à la mode aujourd'hui de décrier l'Europe et de critiquer l'Europe et de dire il y a du chômage, etc. Très bien. Sauf que depuis 75 ans, c'est-à-dire depuis août 44, il n'y a pas eu une seule guerre entre un des pays européens qui étaient les guerres les plus fratricides de l'histoire du monde, la guerre de 100 ans, etc. Donc, cette période-là, au moins, on a réussi à ça.
Or, on parle souvent, pour les gens, la guerre, c'est la mort. Mais avant d'arriver à la mort, il y a la privation, il y a... Vous savez, dans les restaurants, maintenant, ils font des topinambours. Moi, quand je racontais à mes grands-parents... C'est devenu à la mode. Oui, quand je racontais à mes grands-parents qu'on payait des fortunes pour manger des topinambours dans les restaurants, je disais, vous marchez sur la tête. Nous, on s'en est tapé pendant 4 ans, plus 2 ans après, c'était affreux. Donc, voilà un peu, c'est un peu tout ça, cette histoire de Valérie spectacle. Zetoun, vous avez bifurqué de nouveau sur votre spectacle musical et moi, je voulais avoir votre impression sur ce qui s'est passé derrière vous, professionnellement, et avoir un peu votre ressenti et votre analyse de votre parcours professionnel. Si vous en êtes fier, si vous avez des regrets, par exemple. Non, j'ai pour principe de ne jamais avoir de remords ou de regrets. Non, je suis très très bien, je suis très heureux pour l'instant de ce parcours. J'espère être à mi-parcours. Mais je vous le souhaite. J'ai été dans le disque à l'époque où ça allait très bien. J'ai quitté le disque au moment où ça allait moins bien. Et puis j'avais cette envie de me tourner vers la production scénique. Il y a un rapport charnel, quand on produit de la scène, il y a un rapport là direct avec le public. Il y a un rapport charnel. Et moi, c'est ce que j'aime dans la musique. La musique et le sport ont un point commun, ça ne vous a pas quitté, il y a des gens. Ce côté charnel, cette passion que vous aviez pour la musique. Vous parliez de vos poils qui se dressaient quand vous entendiez certains artistes. Vous les avez toujours, ces poils-là? Toujours. Avec qui? Avec les chansons. Moi, ce qui m'a convaincu pour produire ce spectacle, c'est la qualité des chansons. Mais quel artiste, en dehors de ce spectacle, quel artiste aujourd'hui vous fait frissonner et vous fait dresser les poils, comme vous dites? Récemment, je crois que le dernier qui m'a touché et ému, c'est Stromae. Alors c'est drôle que vous parliez de lui, parce que vous savez qu'il va faire comme vous. Il est en train de monter une comédie musicale aussi apparemment. Il voudrait faire une adaptation en comédie musicale du Livre de la Jungle. Ouais. Et a priori, il a déjà l'accord d'Omar Sy et du rappeur Oxmo Puccino. Eh ben super. Mais je trouve qu'il est arrivé. Il n'est pas. Vous savez, je trouve que dans la nouvelle génération, il y a beaucoup de poseurs. C'est pas de leur faute, ils regardent des émissions de télé-réalité, donc on fait croire aux mômes que être chanteur, c'est un métier comme être médecin, ou non, c'est une vocation, c'est un don. Bon, lui, il est arrivé, il avait déjà pensé à tout. Son image, mais ça ne veut pas dire qu'il est dans le contrôle permanent, ça veut dire qu'il a envoyé quelque chose d'ultra positif, y compris dans des textes très très durs. T'es où papa? Mais en même temps, j'ai adoré cette idée d'avoir un texte dur sur une musique dansante. Il a recréé quelque chose. Il y a un style Stromae. Ce qui fait les stars, c'est par rapport aux vedettes, c'est que les stars ont un style qui est souvent copié, jamais égalé. Stromae, il est dans cette catégorie-là. Et c'est un des rares jeunes récents qui a ça et duquel je pense qu'il peut faire une énorme carrière. Parce qu'il a cette particularité-là. Merci beaucoup Valérie Zetoun. C'est moi. Merci d'être venu parler de votre comédie musicale, votre spectacle musical. On sera là en novembre prochain, à partir du 4 novembre prochain, au Comédia. Et puis on vous retrouvera évidemment en tournée, si le spectacle marche à Paris, en tournée au printemps 2017 dans toute la France. Exactement. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Merci.